Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Brian Berletic, analyste des affaires internationales, auteur et animateur de The New Atlas. On peut également ajouter qu'il est un ancien Marine américain. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci beaucoup de m'avoir à nouveau invité. Nous avons donc maintenant des nouvelles du Financial Times qui ne s'en cachent plus vraiment. L'administration Trump fournit des données et aide Zelensky à frapper des installations énergétiques russes en plein cœur du territoire russe. Même Joe Biden, qui semblait plus enclin à adopter des politiques pouvant déclencher une troisième guerre mondiale, hésitait à faire ce genre de choses. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de façons d'interpréter cela. Il s'agit clairement des États-Unis menant des actes de guerre, évidemment contre la Russie. Ma question est de savoir jusqu'où les États-Unis iront dans cette voie, et combien de temps cela restera unilatéral, car cela semble mettre à l'épreuve la patience de la Russie. J'ai du mal à imaginer la situation inverse, que les médias rapportent ouvertement que la Russie aide à mener des frappes en profondeur sur le territoire américain, sans que rien ne soit fait. Comment évaluez-vous cela? S'agit-il réellement d'actes de guerre ou est-ce que je réagis de manière excessive? Eh bien, je pense que vous avez soulevé un point très important. Si quelqu'un faisait cela aux États-Unis, les États-Unis accuseraient ouvertement toute nation qui soutiendrait ou encouragerait de telles attaques de commettre un acte de guerre. Et les États-Unis l'ont déjà fait pour bien moins que cela, allant même jusqu'à inventer des accusations par le passé pour justifier l'accusation d'autres nations d'actes de guerre. Je pense que beaucoup d'Américains et de gens en Occident en général ont beaucoup de mal à inverser les rôles et à essayer de voir les choses du point de vue de l'autre nation. Et si c'était eux qui nous faisaient cela? Comment nous sentirions-nous? C'est pourquoi je pense qu'il est très important que les gens fassent cet effort, qu'il s'agisse d'analystes ou de simples citoyens. Revenons aux principes fondamentaux. Nous savions depuis le tout début, en réalité depuis 2014, bien avant que les Russes ne lancent leur opération militaire spéciale, que la Central Intelligence Agency des États-Unis était intervenue et avait pris le contrôle des agences de renseignement ukrainiennes. Toutes, qu'il s'agisse des services militaires ou de leurs homologues civils, en particulier le SBU. Et ce sont ces agences de renseignement que le Financial Times a impliquées dans la conduite de ces frappes en profondeur à l'intérieur de la Russie. Alors, qui supervise et facilite réellement ces attaques? Cela a toujours été la Central Intelligence Agency. Nous savions dès le début de l'opération militaire spéciale que l'armée des États-Unis supervisait les forces armées ukrainiennes et pratiquement tout ce qu'elles faisaient, depuis l'orientation stratégique générale et les combats sur le terrain, jusqu'au choix des cibles précises sur le champ de bataille. Les commandants militaires américains opéraient depuis l'Allemagne. Cela a commencé sous l'administration Biden et se poursuit maintenant sous l'administration Trump. Les deux volets, le renseignement et les opérations militaires, sont supervisés par les États-Unis. Maintenant, vous avez mentionné le président Joe Biden et son hésitation à aller jusqu'à ce point. Je pense que s'il l'avait fait, imaginons simplement qu'il ait brigué et remporté un second mandat, il serait en train de le faire en ce moment. À ce moment-là, ce n'était tout simplement pas prêt à aller jusqu'à ce niveau d'escalade. Mais les États-Unis ont fait ce que la politique étrangère américaine fait toujours, en général. Cette stratégie dite du salami, où ils intensifient constamment, mais par de si petits incréments, qu'il est très difficile pour un adversaire de désigner les États-Unis et de qualifier cela d'acte de guerre. Ils le font très délibérément dans ce but précis. C'est donc là que se trouve le président Trump et son administration. J'avais mis en garde contre cela avant même qu'il ne remporte l'élection de 2024.
J'avais souligné des personnes comme son colistier, J.D. Vance, qui disait « Nous allons geler le conflit ». En fin de compte, il n'y avait aucun désir de paix en Ukraine, seulement celui de geler le conflit. À l'époque, J.D. Vance disait en septembre ou octobre 2024 que nous avions besoin de nos armes pour combattre la Chine, pas l'Ukraine. Il fallait que les Européens prennent le relais. Puis en février, une fois le président Trump en fonction et son administration au pouvoir, le secrétaire américain à la défense, désormais appelé secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, était de nouveau à Bruxelles pour parler de l'envoi de troupes européennes afin de geler le conflit, tout en redoublant d'efforts dans la production militaro-industrielle, en armant l'Ukraine et en reconstruisant son armée, en somme, en la réduisant en miettes. Même s'il a précisé dans cette déclaration que ce n'était pas la 3.0 qui le croirait, il suffit de regarder ce qu'il disait. J'ai toujours souligné qu'il parlait de la production énergétique russe, et à ce moment-là, il évoquait le fait de la cibler. C'était très vague et ambigu, volontairement. On pouvait supposer qu'il parlait de contrôle des prix, de sanctions, de tarifs, des choses de ce genre. Mais maintenant, nous pouvons voir de nos propres yeux les frappes de drones sur la production énergétique russe, en plein cœur de la Russie, facilitées par le renseignement, la surveillance et la reconnaissance américains, ISR. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Une escalade constante dans une guerre des États-Unis contre la Russie, simplement menée par l'intermédiaire de l'Ukraine. C'est incroyable que certains de ces articles paraissent alors qu'il n'y a aucun débat dans la société. Je veux dire, nous sommes censés être des démocraties avec une presse libre, et pourtant, on assiste à ces attaques contre la Russie. Et il est assez évident pourquoi il n'y a pas plus de débat à ce sujet. Parce que si vous critiquez ou exprimez des doutes sur les attaques directes contre la Russie, eh bien, on peut vous qualifier de pro-russe. Aucun journaliste qui veut garder son emploi ne voudrait suggérer que cela pose problème. Je ne veux pas brider mes propos, mais les médias sont tout simplement idiots et horribles. Franchement, c'est de la pure absurdité. Déclencher une guerre nucléaire, ce n'est pas être pro-russe. Les États-Unis ou la Russie, nous allons tous mourir en somme dans un holocauste nucléaire. Je veux dire, imaginez quelqu'un pendant la guerre froide critiquant l'idée d'une attaque surprise ou d'une frappe de missiles limitée au cœur de l'Union soviétique. Est-ce que cela ferait de lui un partisan des soviétiques? Voilà où nous en sommes en tant que société. Mais vous avez mentionné cet incrémentalisme, ces tactiques du salami, cette approche pas à pas. Évidemment, l'OTAN a fait la même chose au fil des années, en matière de défense antimissiles, d'expansion, enfin, de tout. Et nous faisons aussi cela dans les médias, où nous nous retrouvons maintenant dans une situation où, oui, bien sûr, nous attaquons la Russie, mais pas directement, vous voyez. Nous aidons simplement les gens à se défendre. C'est vraiment n'importe quoi. Oui. Mais nous avons un autre problème qui se profile, en plus de ce ciblage des installations énergétiques russes. Les États-Unis envisagent également d'utiliser des Tomahawks, ce qui relève encore une fois de la logique des tactiques du salami. On suppose que cette décision a déjà été prise, qu'ils préparent simplement le public à cette éventualité. Et puis, bien sûr, cela sera introduit, je suppose, mais avec certaines limitations. Trump ne veut pas que l'on frappe n'importe quoi. Et ensuite, comme avec Biden, ces limitations commenceront à être levées. Je ne sais pas. Mais considérez-vous les Tomahawks comme fondamentalement différents des escalades précédentes? Je pense que cela s'inscrit parfaitement dans la continuité de ce que les États-Unis ont fait. C'est une escalade majeure, et la Russie a déclaré que c'en était une. Bien que je continue de croire que la Russie va essayer d'éviter, aussi longtemps que possible,
même si cela peut être inévitable, une confrontation directe avec l'Europe ou les États-Unis. Je pense qu'ils veulent éviter cela le plus longtemps possible. Mais le missile de croisière Tomahawk est généralement lancé depuis des navires en mer ou des sous-marins, bien qu'ils aient travaillé sur une version lancée depuis le sol. C'est précisément pour cette raison que l'administration Trump a quitté le traité INF à l'époque, pendant son premier mandat. Et ensuite, tout au long du reste de son mandat et pendant les 4 années de l'administration Biden, ils ont commencé à développer et à déployer le missile Typhoon, un système de missiles de croisière lancé depuis le sol. Ils tirent également des missiles de défense aérienne SM-6, qui sont des missiles de défense aérienne navale. Mais certaines personnes disent que le Typhoon est très encombrant, et elles ont raison. Et le déployer en Ukraine serait quelque peu désastreux. Cela limiterait fortement ce que l'Ukraine pourrait faire avec ces missiles. Il est probable que la Russie les repérerait tôt ou tard et détruirait les lanceurs. Mais comme je l'ai récemment souligné, il existait un autre système lancé depuis le sol, les tirs longue portée développés par Lockheed Martin pour tirer le Tomahawk, qui est un missile de Raytheon. Il est beaucoup plus petit et plus mobile. C'est une cellule unique. Il existe ces systèmes de lancement vertical Mark 41 à partir desquels le Tomahawk est lancé. Il s'agit d'une seule cellule, tandis que le Typhoon en possède 4. Ce que ça permettrait à l'Ukraine de faire, c'est d'en avoir quelques-uns, et les États-Unis disposaient de prototypes fonctionnels. Le corps des marines américains les a testés, mais a finalement renoncé au système. Mais ils existent. L'armée américaine envisage de l'adopter et de l'utiliser pour compléter le lanceur de missiles Typhoon. Donc si les États-Unis envoient des Tomahawks à l'Ukraine, je dirais que c'est le candidat le plus probable. C'est un système plus mobile et plus facile à dissimuler. Et bien sûr, les États-Unis feraient tout, sauf peut-être, mais peut-être aussi, appuyer sur le bouton pour les tirer. Encore une fois, presque tout ce que fait l'Ukraine revient simplement aux États-Unis, menant la guerre contre la Russie par l'intermédiaire de mandataires ukrainiens. Et le déploiement de Tomahawk ne ferait pas exception. Comme certains l'ont souligné, les défenses aériennes russes seraient capables de s'en protéger. Ils utiliseraient probablement ces armes pour frapper des installations de production de pétrole et d'énergie situées au cœur de la Russie. Ils essaieraient d'éviter les cibles plus lourdement défendues par les systèmes de défense aérienne russes. Ils ne pourraient pas en déployer beaucoup, car encore une fois, ce que font les États-Unis, c'est d'immobiliser la Russie en Ukraine. Ils veulent concentrer leurs ressources sur la Chine. Ils déploieraient donc, je suppose, un nombre relativement restreint de ces missiles, qui ne sont pas produits en grande quantité, même pas une centaine par an, comparé à leurs équivalents russes, fabriqués par centaines, voire par milliers chaque année. Voici donc ce à quoi nous faisons face. C'est une escalade. Cela ne changera pas la trajectoire du conflit, mais cela augmentera le coût pour la Russie. Cela va davantage l'enliser et accroître encore le coût pour elle. Il faut se rappeler que les États-Unis ne se soucient pas de l'Ukraine. Il ne s'agit pas de faire gagner l'Ukraine. En 2019, la Rand Corporation a déclaré que si l'on provoquait une guerre entre la Russie et l'Ukraine serait probablement complètement détruite. Ce n'est donc pas la raison de ce combat. Ils se battent pour rendre la guerre aussi coûteuse que possible pour la Russie, et le déploiement de missiles Tomahawk contribue à cet objectif. Oui, je me souviens d'un article de 2019, publié par la Rand Corporation. Il précisait très clairement que l'avantage d'intensifier le conflit et d'avoir un affrontement plus direct est que cela peut épuiser les Russes. L'inconvénient, c'est que si la Russie commence à gagner et à conquérir des territoires stratégiques,
alors le rapport de force stratégique basculera en sa faveur. Donc, tant que la guerre reste statique et que les Ukrainiens et les Russes s'entretuent, c'est une victoire. Mais dès que des territoires majeurs commencent à passer sous contrôle russe, lui donnant un avantage stratégique face aux États-Unis, cela devient une mauvaise guerre. Cela ne signifie pas qu'il faut y mettre fin, mais qu'il faut revenir à une situation de gel des lignes de front. Et chaque fois que nous parlons de paix, cela semble vouloir dire ceci. Simplement geler les lignes de front et préparer la prochaine génération d'Ukrainiens à continuer de mourir. Mais je suppose que j'ai toujours été un peu partagé à propos de Trump, parce que, vous savez, il est dans un environnement hostile à Washington. Personne là-bas ne veut la paix avec la Russie. Donc, je ne suis jamais sûr s'il essaie de duper les faucons chez lui ou les Russes. J'avais tendance à être un peu optimiste. Cependant, puisqu'il avait reconnu que l'expansion de l'OTAN était à l'origine de la guerre. Et si l'on peut identifier la source, alors au moins, on peut commencer à travailler sur une solution. Mais je n'ai pas vraiment vu la solution. Il n'en a plus parlé depuis. Je veux dire, à plusieurs reprises, il a dit que l'expansion de l'OTAN était la source de la guerre. Et pourtant, il traite toujours le conflit comme s'il n'était qu'un médiateur, comme s'il devait amener les Ukrainiens et les Russes à trouver un accord. Mais l'expansion de l'OTAN, c'est dirigé par les Américains. Je veux dire, l'OTAN, c'est l'Amérique. Et, vous savez, nous en Europe, nous faisons à peu près ce que les Américains nous disent de faire. De plus, l'OTAN ne peut pas s'étendre sans les États-Unis. Alors pourquoi, vous savez, exercerait-il soi-disant une pression sur Zelensky pour qu'il accepte quelque chose qui relève de son propre domaine? C'est assez étrange. Au contraire, la rhétorique, de manière constante, je suppose, depuis son arrivée au pouvoir, était que les Russes devaient être amenés à la table des négociations. Mais les Russes sont déjà à la table. Poutine s'est rendu aux États-Unis. Je veux dire, je n'ai pas vu les propositions auxquelles les Russes sont censés s'opposer. Il semble simplement qu'il y ait certaines contradictions en jeu. Si l'on reconnaît que l'expansion de l'OTAN a déclenché la guerre, mais que les États-Unis n'ont aucun rôle à jouer dans les concessions, alors comment la paix pourrait-elle venir de la pression exercée sur la Russie, en s'en prenant à son énergie, en tuant davantage de soldats russes? Je veux dire, en quoi cela diffère-t-il de ce que Biden a fait? C'est très difficile à comprendre. Eh bien, il faut se rappeler que le rôle de Washington dans tout cela consiste principalement à mettre en œuvre une politique déjà décidée. Et cette politique est déterminée par de grands intérêts corporatifs et financiers, l'industrie de l'armement, le pétrole, l'agroalimentaire, la pharmacie, tous ces intérêts pour lesquels le président Trump travaille avec enthousiasme. Il ne cherche même pas à le cacher. Et quand on parle de l'OTAN, oui, on parle des États-Unis, mais plus précisément, on ne parle pas de 300 millions d'Américains ordinaires. On parle d'une poignée d'entreprises, les actionnaires, les fonds d'investissement qui détiennent les parts et les conseils d'administration. Ce sont des personnes qui circulent entre les conseils de toutes ces différentes sociétés à travers divers secteurs industriels dans le monde entier. De plus, au sein et en dehors de ces groupes de réflexion financés par les grandes entreprises, qui élaborent en réalité la politique étrangère et intérieure des États-Unis, ces personnes passent également du secteur privé au gouvernement et inversement. Et on entend toujours dire que ce que fait le président Trump, c'est la même chose que tous les politiciens de Washington. Il flatte le public, lui dit ce qu'il veut entendre, tout en continuant à obéir aux intérêts particuliers pour lesquels il travaille en fin de compte. Il reste là à parler sans cesse, par exemple, de George Soros, ce bouc émissaire que le président Trump utilise comme épouvantail. Ce n'est pas comme si George Soros n'était pas lui-même impliqué dans tout cela.
Scott Bessent, à la tête du Trésor, a été pendant des années le bras droit de George Soros. Il gérait ses fonds. Et si vous regardez les membres de son cabinet aujourd'hui et pendant sa première administration, c'étaient tous des néoconservateurs bellicistes, indiscernables de ceux de l'administration Trump, des 8 années d'Obama et même des 4 années de Biden. Ce sont des personnes différentes, mais elles représentent exactement les mêmes intérêts particuliers. C'est pour cela que rien ne change jamais. À Washington, si vous voulez savoir ce qui va se passer, il faut lire ces documents de politique publique. Ces documents sont financés par ces grandes entreprises. Des équipes d'avocats transforment ces textes, qui représentent un consensus entre ces intérêts, en projets de loi, et ils sont ensuite apportés à Washington par des lobbyistes pour être approuvés. Ensuite, le rôle de personnes comme le président Trump et des membres du Congrès est de vendre ce programme au peuple américain, de le convaincre que les intérêts de ces grandes entreprises sont en réalité ceux du peuple américain. Et nous avons vu cela se produire encore et encore. Combien de fois? Presque toutes les administrations du XXIe siècle se sont présentées sur une plateforme promettant de mettre fin aux guerres sans fin, pour finalement poursuivre toutes celles qu'elles avaient héritées et en commencer plusieurs nouvelles. Le président Trump a fait cela pendant son premier mandat, et maintenant il le refait pendant son second. Ce n'est donc vraiment pas une surprise. Le problème, c'est que les gens veulent croire. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils veulent croire que quelqu'un va arranger les choses. Et que la manière d'y parvenir, parce qu'on leur a répété depuis l'école primaire, c'est en votant. Mais nous pouvons voir que ce n'est pas un agent de changement. C'est un système de contrôle. C'est ce qu'est réellement la démocratie de type occidental. Et voici le résultat final. Donc si vous demandez quelle est la solution à tout cela, le monde multipolaire a la réponse. Créer des alternatives à ces intérêts particuliers, profondément enracinés, et bâtir un système alternatif qui serve réellement les intérêts de la majorité des habitants de la planète, ce qui inclut d'ailleurs le peuple américain. Comme vous le dites, si cela devait mener à une guerre nucléaire, les populations européennes n'en tireraient aucun bénéfice, et les Américains non plus. Mais même sans aller jusque-là, on peut déjà constater à quel point l'Europe souffre économiquement. Elle est dans ce qu'on pourrait presque qualifier de déclin irréversible. Ils prennent des décisions qui ne représentent tout simplement pas leurs propres intérêts, parce que les États-Unis les ont politiquement capturés et qu'ils servent les intérêts de Washington au détriment de ceux des peuples européens. Et d'une certaine manière, c'est exactement ce qui se passe en Ukraine. Les gens disent que l'Europe ne va pas continuer dans cette voie, car cela ne sert pas à ses intérêts. Mais regardez l'Ukraine. Voilà comment cela fonctionne réellement. Ces pays sont politiquement capturés par des intérêts particuliers aux États-Unis, tout comme le gouvernement américain est, d'une certaine façon, capturé par ou le reflet de ces mêmes intérêts. Et c'est pour cela que les choses ne changeront pas tant que nous continuerons à alimenter ce système, où l'on vote pour ensuite être constamment trompé et déçu. Oui, c'est aussi un peu frustrant. On traite presque cela comme une théorie du complot, l'idée que des intérêts particuliers dictent les politiques. Mais il existe beaucoup de travaux universitaires à ce sujet. Il y a ce célèbre article de Yale qui a examiné toutes les décisions politiques des années 1980 aux années 2000 et qui a conclu que le vote a peu ou pas d'influence sur l'élaboration des politiques, que ce sont en réalité les intérêts particuliers qui les financent. Et j'aime que tu aies mentionné les think tanks. J'ai d'ailleurs écrit un livre à leur sujet, parce que, encore une fois, c'est tellement flagrant et pourtant on l'ignore. Je veux dire, les think tanks sont presque entièrement financés par l'industrie de l'armement.
Ils sont étroitement liés à des groupements militaires, des alliances comme l'OTAN. Et on voit aussi leur influence dans les médias, jusqu'à quel point ils peuvent écarter de vrais journalistes et rédiger les articles qui façonnent la perception du public. C'est accablant. On constate que presque tous les principaux responsables au pouvoir sont affiliés à l'une de ces ONG. C'est comme une porte tournante. Ils ont un poste où s'asseoir et rester pertinents lorsqu'ils ne sont pas en fonction. Et lorsqu'ils retournent au gouvernement, ils conservent toujours cette bourse, comme ils l'appellent. Ainsi, vous avez des gens au gouvernement, les médias qui disent au public quoi penser, et les informations transmises aux politiciens, qui sont eux aussi achetés. Je veux dire, c'est comme les documents du Congrès. Tous ces mémos politiques distribués que les politiciens achetés sont censés mettre en œuvre. C'est aussi financé par les think tanks. Donc tout le monde est sur la liste de paye, et tout se fait au grand jour. Mais comme personne ne peut le critiquer, c'est comme si cela n'existait pas. C'est assez extraordinaire. Mais j'aime ce que tu as dit sur le fait que les gens veulent y croire, parce que si on y regarde de plus près, il faut vendre la guerre comme la paix si l'on veut réussir aux États-Unis. Les gens oublient que Bush est arrivé au pouvoir en critiquant Clinton pour sa politique de construction nationale. C'était inacceptable. L'Amérique ne devait pas s'engager dans la construction de nations. Eh bien ensuite, il y a Bush, le bâtisseur de nations par excellence, de l'Afghanistan à l'Irak. Et puis bien sûr, il y a Obama. Lui veut du changement. Nous n'allons plus faire cela. Bien sûr, ici en Norvège, nous lui avons décerné un prix de la paix pratiquement dès son premier jour en fonction, parce qu'il était si merveilleux. Et vous savez, la façon dont il a poursuivi les journalistes et mené sa guerre par drone, sans précédent, peu importe. Et puis, bien sûr, nous avons Trump. Il va faire passer l'Amérique d'abord. Une fois au pouvoir, il doit expliquer que l'Amérique d'abord signifie en réalité serrer la main de Jolani, bombarder l'Iran, faire tout ce qu'Israël veut, et pourquoi ne pas continuer la guerre en Ukraine aussi. C'est très trompeur. Cependant, il y a tout de même une différence. Il est doué pour le branding. Je veux dire, quand il attaque la Russie, il se présente comme un médiateur. Quand il soutient le génocide à Gaza, encore une fois, il est le médiateur. Il rapproche Israël et les Palestiniens. Quand il bombarde les réacteurs nucléaires de l'Iran, il a encore l'audace de dire qu'il a mis fin à la guerre. C'était aussi sa guerre. Mais il est aussi le médiateur. Maintenant, il veut un accord nucléaire, parce que les armes nucléaires sont vraiment dangereuses. Pourtant, c'est lui qui s'est retiré du traité INF et nous a conduits à ce point de possible échange nucléaire. C'est tout de même assez extraordinaire. Mais voyez-vous quelque chose de vraiment différent chez Trump? Non. Je pense que le problème, c'est que beaucoup de gens ne se souviennent pas comment cela s'est répété encore et encore sous les administrations précédentes. Les gens disaient, eh bien, c'est bien que le président Trump, au moins, parle avec le président Poutine et les Russes. Mais après la guerre de 2008, entre la Géorgie et la Russie, que les États-Unis ont provoquée, ils ont renversé le gouvernement géorgien, l'ont transformé en bélier, puis l'ont poussé à attaquer les troupes russes, une version miniature du conflit qui fait actuellement rage en Ukraine. Et quand cela a échoué, la Russie a essentiellement écrasé l'armée géorgienne, puis ils ont voulu un redémarrage. À l'époque, il y avait la secrétaire d'État Hillary Clinton avec le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, et ils ont relancé les relations. Si l'on regarde les articles de cette période, ils étaient pleins d'espoir qu'une nouvelle coopération avec la Russie verrait le jour. C'est presque une répétition mot pour mot de tout ce que nous venons de voir l'administration Trump traverser avec la Russie.
C'est un mauvais remake. Et nous en sommes déjà au point où l'on voit cette façade s'effondrer et la véritable nature des États-Unis, toujours une continuité d'agenda, se poursuivre. Voilà ce que les gens doivent garder à l'esprit. Il faut se rappeler que le système politique occidental repose sur la gestion de la perception. Et de la même manière que les États-Unis avancent par petites étapes vers l'escalade contre, disons, la Russie, l'Iran ou la Chine, ils procèdent aussi par petites étapes lorsqu'il s'agit de façonner la perception du public. S'ils passaient d'un extrême à l'autre trop rapidement, les gens le remarqueraient. Ils le font de manière très progressive. Regardez où nous en sommes avec le Venezuela. Je sais que c'est de l'autre côté de la planète, non, mais c'est directement lié à tout le reste. Les États-Unis mènent essentiellement une guerre contre le multipolarisme. Et le Venezuela est un pays voisin, un partenaire à la fois de la Russie et de la Chine, que la Russie et la Chine auraient beaucoup de mal à défendre. C'est en somme une cible facile, et l'éliminer du jeu isolerait encore davantage la Russie et la Chine, d'une manière que les États-Unis peinent peut-être à réaliser avec, disons, l'Iran, ou encore plus avec la Corée du Nord. Donc on passe de « j'ai sécurisé la frontière dans les 100 premiers jours ». C'est ce que le président Trump a dit au peuple américain. Et si vous demandez aux partisans de Trump, qu'a réellement accompli le président Trump parmi ce qu'il avait promis, ils répondront qu'il a sécurisé les frontières. Et pourtant, vous avez convaincu ces mêmes personnes de soutenir une guerre potentielle avec le Venezuela, parce que le Venezuela inonderait soi-disant les frontières américaines de drogue. Comment est-ce possible? Si les frontières sont sécurisées, comment se fait-il que la drogue continue d'y passer en masse? Cela n'a aucun sens. Et on peut le constater. Quand on pose cette question aux partisans de Trump, on voit bien qu'ils n'y ont jamais réfléchi de cette manière. C'est ainsi que fonctionne la gestion de la perception. Elle opère dans ce théâtre politique qui détache les gens de leur capacité à utiliser la logique et la raison. Et au-delà de cela, il ne s'agit même pas de penser que Trump est un type formidable. Souvent, les gens votent pour quelqu'un comme Trump, ou même Kamala Harris d'ailleurs, parce qu'ils détestent ou craignent encore plus l'adversaire. Cela crée donc une gamme d'émotions très intense qui empêche les gens d'utiliser leur logique et leur raison. Cela les empêche de voir la réalité de la continuité de l'agenda. Et malheureusement, cela fonctionne très bien. Cela fonctionne depuis des décennies et des décennies. Nous pouvons voir les États-Unis et l'Europe utiliser cette méthode. J'entends encore des gens dire « Eh bien, en Europe, il y a ces partis en France et en Allemagne qui s'opposent à tout cela et qui gagnent en popularité. S'ils arrivent au pouvoir, ils vont tout changer. » Non, ils ne le feront pas. Ils vont faire exactement ce que Trump a fait. Ils vendent cela. Tout tourne autour de la gestion de la perception, de la gestion de la colère et de l'indignation des gens. C'est pour rediriger leur énergie dans une direction inoffensive. C'est de cela qu'il s'agit. Au moment où ils s'en rendront compte, disons l'AfD en Allemagne, ou l'équivalent en France, ou dans n'importe quel autre pays, au moment où ils arriveront au pouvoir et que les gens comprendront qu'ils ne tiendront pas leurs promesses, il sera trop tard et ils seront piégés dans le même cycle encore une fois, en pensant que l'autre homme ou l'autre femme va les sauver. Nous avons déjà connu cela avec l'Italie, Giorgia Meloni. Elle était censée sortir l'Italie de tout cela, de ce cycle autodestructeur consistant à servir les intérêts de Washington au détriment de l'Europe. L'a-t-elle fait? Non. Oui, j'ai récemment parlé à un ambassadeur italien qui m'a dit qu'en Italie, on parle parfois de Meloni d'après-élection et de Meloni d'avant-élection, parce que ce sont deux personnes différentes, en quelque sorte. Oui. Et les gens qui l'ont soutenue, vous savez, ils peuvent être un peu déçus.
Ceux qui s'y opposent craignent qu'elle ne nous entraîne dans une direction complètement différente. Rien n'a vraiment changé, je veux dire. Enfin, il y a une grande différence que l'on ressent avec Trump. Et c'est la manière dont il vend l'empire et la guerre. Parce qu'il y a eu une différence fondamentale depuis la fin de la guerre froide. Nous avons poursuivi cette idée d'hégémonie libérale, que le libéralisme est la raison pour laquelle nous devrions avoir l'égalité souveraine. Pourquoi l'Occident devrait être autorisé à s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres pays? Pourquoi nous pourrions devoir bombarder ces pays de temps en temps? Pourquoi nous pourrions devoir les fragmenter? Tout cela au nom de la démocratie libérale. C'est aussi pourquoi nous revendiquons non seulement le droit de gouverner, mais aussi la responsabilité de le faire, parce que nous sommes censés protéger d'autres peuples contre leur propre gouvernement. Ainsi, l'hégémonie libérale a une mission civilisatrice. Vous avez le cadre qui explique pourquoi cela est considéré comme légitime, qu'un camp gouverne, qu'il y a un seul point de décision. Mais Trump semble rejeter en grande partie le postulat libéral. Je pense qu'il y a probablement une véritable inquiétude quant à la déconnexion de l'État-nation, au wokisme, à l'État profond enraciné dans ses idées. Cependant, je suis content que vous ayez mentionné le Venezuela, car il ne semble pas vraiment insister sur les droits de l'homme, et tout cela lorsqu'il parle. Je veux dire, il est très franc. Je veux leur pétrole. Mais si c'est pas le pétrole, alors c'est cette idée que, Maduro est en réalité un baron de la drogue. Nous n'attaquons pas un pays. Nous luttons contre le crime. Donc, nous ne bombardons pas des navires. Nous arrêtons simplement le trafic de drogue. J'ai pensé au prix Nobel de la paix. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Parce qu'il est bien sûr décerné par les Norvégiens. Et dans cette partie du monde, ils veulent vraiment ramener les États-Unis dans l'hégémonie libérale. Il semble qu'ils lui offrent sur un plateau le prétexte pour adopter l'impérialisme libéral ou l'hégémonie libérale comme justification à une attaque, parce qu'ils ont décerné le prix de la paix à, disons, une dirigeante de l'opposition qui a toujours applaudi ces sanctions dévastatrices contre le Venezuela. Ces sanctions ont entraîné des dizaines de milliers de morts, poussé des gens à fuir le pays, et elle s'est également montrée très enthousiaste et favorable au renforcement militaire américain le long de la côte. Je veux dire, je ne serais pas surpris qu'elle se tienne là à applaudir lorsque les Américains envahiront. C'est différent de ce qu'aurait fait Trump, car lui aurait invoqué le pétrole et le trafic de drogue. Mais il semble que les Européens essayent de le rallier à leur camp, en lui suggérant « Eh bien, vous savez, vous pouvez le faire au nom de la démocratie. Nous vous donnons ici la légitimité, mais vous devez ensuite adopter notre logique. » Je ne sais pas si vous voyez les choses autrement. J'ai tendance à me placer complètement à l'extérieur et à observer, non pas en tant que conservateur ou libéral. Et ce que je vois, c'est une stratégie de tension et plus encore de l'image de marque. Vous avez une immense entreprise, disons Unilever, et vous pensez à toutes les filiales qu'elle possède et à tous les marchés cibles qu'elle vise avec ses filiales. Elle cible même des personnes qui pourraient ne pas aimer Unilever, mais elle le fait de manière à ce que vous ne le remarquiez pas, à moins de regarder attentivement l'emballage. Et c'est exactement ce que sont le conservatisme et le libéralisme dans la politique occidentale. Du branding, par le même, si l'on veut l'appeler ainsi, état profond, les mêmes intérêts particuliers. Ils ne font que viser différentes parties du public. Et puis, lorsqu'un prétendu conservateur est au pouvoir, ils essayent de vendre la même guerre à différents groupes de personnes. Quand c'est un parti libéral, ils le font au nom des droits de l'homme et d'une mission civilisationnelle. Et quand c'est un conservateur, c'est plutôt ceci. Nous sommes supérieurs, ces gens sont différents et dangereux,
Et oui, prenons leur pétrole. Nous pourrions faire plus avec ces ressources qu'eux. Donc, c'est simplement un emballage différent pour exactement la même chose. Et le prix Nobel de la paix, nominalement, oui, il est basé en Norvège. Mais aussi longtemps que je m'en souvienne et que je m'intéresse à la géopolitique, il a essentiellement été un sceau d'approbation du Deep State américain. C'est utilisé pour créer l'illusion de légitimité de tous ces instruments de l'Empire américain. Aung San Suu Kyi, par exemple, elle l'a remporté. C'était pour lui donner une aura presque sainte, afin de vendre un changement de régime au Myanmar, ici en Asie du Sud-Est. Vous avez mentionné le président Barack Obama. Il n'a même rien fait, et il l'a obtenu, tout en poursuivant toutes les guerres. En réalité, il a étendu toutes celles qu'il avait héritées et en a commencé plusieurs nouvelles. Vous avez évoqué la guerre par drone, dont des documents divulgués révèlent que durant certaines périodes, elle a tué 90% de civils innocents. Elle ne visait même pas les prétendus terroristes. Et ainsi de suite, encore et encore. Et ce tout dernier prix Nobel de la paix, que j'appellerais une mascarade, c'est le président Trump qui attire toute cette attention autour du prix Nobel de la paix, y compris parmi des publics comme les conservateurs, qui auparavant n'y prêtaient peut-être pas attention. Et maintenant, ils ont annoncé ce dirigeant de l'opposition vénézuélienne, soutenu par le gouvernement américain depuis des années et des années, financé par le National Endowment for Democracy, le NED. Les gens ne s'en rendent pas compte. Il n'a pas été privé de financement, ni démantelé. Son site web est toujours en ligne, et tout récemment, ils ont publié une déclaration félicitant ce dirigeant de l'opposition vénézuélienne qu'ils soutiennent depuis des années et des années. Ils concentrent donc l'attention sur le Venezuela. Le président Trump a attiré l'attention sur ce prix Nobel de la paix auprès de personnes qui, en temps normal, l'auraient ignoré. Et maintenant, on peut voir ce qu'ils font. Ils construisent un consensus en faveur de cette guerre de changement de régime au Venezuela. Encore une fois, c'est censé être pour arrêter les drogues qui inondent les frontières que le président Trump affirme déjà avoir sécurisées. Et avant cela, on se souvient qu'il disait « Oui, je veux le pétrole. C'est un dictateur. C'est un socialiste malfaisant. » Tout cela, quoi qu'il pense devoir dire pour vendre cette guerre, c'est ce qu'il va dire aujourd'hui. Et c'est là où nous en sommes maintenant en matière de fabrication du consentement. Je pense que c'est à cela que le prix Nobel de la paix a servi depuis des années et des années. Et c'est encore à cela qu'ils viennent de l'utiliser. Oui. Eh bien, nous avons parlé des think tanks. On peut aussi inclure les ONG dans ce camp, car il y a les principales ONG de changement de régime créées par le directeur de la CIA et Reagan en 1983, à savoir, comme je l'ai dit, le National Endowment for Democracy. Le National Endowment for Democracy a également financé le comité d'Helsinki norvégien, qui entretient des liens avec le comité du prix Nobel de la paix. C'est donc un petit réseau de partisans du changement de régime. Mais je trouvais cela assez approprié, car toute l'idée, après la guerre froide, était que la démocratie engendre la paix, et que la démocratie peut être instaurée par le changement de régime et la guerre. Alors pourquoi? Donc la guerre, c'est la paix. Je veux dire, c'est ainsi qu'on crée la paix, en envoyant notre armée pour instaurer une démocratie. Et comme on le voit souvent, ce sont les figures d'opposition que nous choisissons en Biélorussie et ailleurs. Elles ont rarement un véritable soutien démocratique. Elles se contentent de suivre la ligne, un peu comme en Moldavie, et aussi comme les personnes qu'ils veulent écarter en Géorgie. Mais non, il semble que malgré tout, l'ensemble de l'effort rencontre quelques difficultés. Penses-tu qu'ils vont réussir à repousser le moment multipolaire, ou est-ce encore incertain? Eh bien, je pense que la situation reste incertaine.
Je crois que la complaisance est extrêmement dangereuse. Beaucoup de gens en ce moment regardent le conflit en Ukraine et disent « Regardez la production militaro-industrielle américaine et occidentale. Regardez la production militaro-industrielle russe. Ne parlons même pas de la Chine ou de la Corée du Nord, de la manière dont la Chine pourrait aider la Corée du Nord. Et en fin de compte, aider la Russie dans le processus. » Rien qu'en observant cela, certains concluent « Voilà, c'est réglé. Les États-Unis ne vont pas y arriver. » Le problème, c'est qu'il faut considérer l'ensemble du tableau. Il ne s'agit pas seulement de cette guerre par procuration en Ukraine contre la Russie. C'est une partie d'un conflit mondial plus vaste que les États-Unis mènent contre le multipolarisme. Oui, la Russie et la Chine peuvent se protéger militairement dans une large mesure, et sur le plan économique, elles ont sécurisé leur espace informationnel, ce dont je parle souvent. Mais au-delà de la Russie et de la Chine, d'autres nations y parviennent-elles avec succès? Je dirais que beaucoup de gens sous-estiment les dégâts que les États-Unis et leurs mandataires israéliens ont infligés à l'Iran et à ses alliés comme le Hezbollah. Ils ont complètement renversé le gouvernement en Syrie. Et encore une fois, pour revenir à ce document de la Rand Corporation, il parlait d'étendre la Russie, la retenir dans un endroit pour ensuite réussir ailleurs, là où elle n'aurait peut-être pas pu le faire autrement. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Syrie. Ils ont immobilisé la Russie en Ukraine, puis ont déplacé leurs ressources vers la Syrie pour tenter à nouveau un changement de régime. La Russie avait arrêté cela et avait essentiellement gelé le conflit, tout en protégeant le gouvernement sur place. Ensuite, les États-Unis ont déployé leurs ressources et ont réussi à renverser le gouvernement. Cela a ouvert la voie à cette guerre contre l'Iran. Et encore une fois, tout ce conflit entre Israël et le Hamas, c'est une autre stratégie de tension, où les États-Unis dirigent essentiellement les deux comme des proxys afin de créer des conditions dans toute la région qui nous ont conduits à cette guerre avec l'Iran dès le départ. J'ai mis en garde contre cela un jour ou deux après le 7 octobre. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que, oui, les États-Unis ont un déficit militaro-industriel. Ils ont du mal à rattraper leur retard et compensent cela par ce qu'on pourrait appeler un réseau d'alliances. Moi, j'appellerais cela un réseau de proxy, où ils disposent de tous ces intermédiaires. L'Europe, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, ce sont des pays politiquement capturés. Les gens disent que servir les intérêts de Washington à leurs propres dépens ne sert pas leurs meilleurs intérêts, mais c'est précisément le but de la capture politique d'un pays. On y installe un régime client qui sert vos intérêts au détriment de ce pays et de sa population. Et nous pouvons clairement voir cela se produire. Ils ont cela, et ils disposent d'une puissance militaire à l'échelle mondiale. Oui, sa production militaro-industrielle n'est pas au même niveau que celle de la Russie ou de la Chine, mais elle est capable de se déplacer à travers le monde d'une manière que la Russie et la Chine ne peuvent pas. Et ils exploitent cet avantage. Cette combinaison d'atouts, la capacité d'atteindre et le quasi-monopole qu'ils détiennent sur l'espace informationnel mondial, sauf peut-être dans des endroits comme la Russie et la Chine, leur permet d'intervenir dans un pays, de manipuler la perception publique, de retourner la population contre ses propres intérêts, d'installer un régime client au pouvoir et de capturer politiquement ce pays, l'ajoutant ainsi à leur réseau d'alliances. C'est ce qu'ils font dans l'espoir de renverser le déplacement de l'équilibre des pouvoirs en leur faveur pour revenir à une hégémonie unipolaire des États-Unis. C'est ce qu'ils font. Je pense qu'il y a un immense danger qu'ils réussissent dans cette entreprise, celui de parvenir à isoler la Russie et la Chine en retournant les pays situés entre les deux. Car la Russie et la Chine sont incapables de les défendre, tout comme la Russie n'a pas pu défendre la Syrie. Comme nous pouvons le constater,
les États-Unis continuent de renverser des gouvernements. Au Népal, ils viennent tout juste de renverser le gouvernement, juste à la frontière de la Chine, juste à la frontière de l'Inde, et la Russie et la Chine n'ont rien pu faire pour l'en empêcher. C'est donc toujours un danger majeur. Je pense qu'il s'agit d'un conflit intense, et je ne crois pas qu'il soit possible de dire, dans un sens ou dans l'autre, comment cela va se terminer. Et je mets fortement en garde contre tout sentiment de complaisance à ce sujet. Sur le plan du message politique, c'est intéressant. Cela peut jouer sur plusieurs tableaux. D'un côté, il dit, « Eh bien, vous savez, la guerre n'aurait jamais eu lieu sous mon administration. » Mais aussi, « J'ai brisé le tabou des armes et j'ai rempli l'Ukraine de javelins lors de ma première administration, ce qui, en quelque sorte, nous a conduits à cette guerre. » Il y a aussi la question de la séquence stratégique. Je pensais au Venezuela, parce qu'ils ont fait quelque chose avec eux aussi. Quand les Russes ont envahi l'Ukraine et que toutes les sanctions ont été mises en place, il a fallu trouver des sources d'énergie alternatives. Alors soudainement, c'était, eh bien, assouplissons les sanctions contre le Venezuela. Et soudain, cela apparaît presque comme une initiative de paix, du genre, nous allons réparer nos liens, nous allons nous entendre. Mais bien sûr, c'est temporaire, juste le temps de s'adapter aux nouvelles sanctions. Et maintenant, bien sûr, qu'est-ce qui a changé entre cette époque et aujourd'hui en ce qui concerne la situation au Venezuela? Rien n'a changé. La seule variable qui a évolué, c'est l'accès à l'énergie. Donc maintenant, évidemment, ils sont passés de la sanction du Venezuela à une amélioration de certaines relations. Et à présent, bien sûr, il faut un changement de régime. La paix, le discours politique, tout semble être dicté par la même variable indépendante qui n'a certainement rien à voir avec la paix. Mais je voulais quand même demander, qu'est-ce qui a changé depuis que Trump a pris en main la guerre en Ukraine? Parce que vous venez de mentionner l'idée de capturer une nation. Et encore une fois, si l'on regarde simplement ce qui a été confirmé par les médias traditionnels, le Washington Post, le New York Times, en 2014, après le coup d'État, qui n'était d'ailleurs pas soutenu par la majorité des Ukrainiens, dès le premier jour, nous avons appris que la CIA commençait à prendre le contrôle du renseignement ukrainien, le reconstruisant à partir de zéro pour s'assurer qu'il ne soit plus favorable à la Russie. Nous avons également appris qu'ils avaient pris le contrôle du gouvernement, non seulement des Américains occupant des postes clés, mais selon le procureur général Viktor Chokhin, les Américains devaient approuver toutes les nouvelles nominations. Nous avons également appris que l'Amérique avait pris en main la planification militaire à la place de l'Allemagne. Ce sont eux qui dirigent la guerre. Lors de la contre-offensive de 2023, quand les généraux ukrainiens ont protesté en disant que cela se terminerait en désastre, ils ont été désavoués par les véritables planificateurs à Washington. Nous l'avons appris aussi. Même aujourd'hui, le dernier sondage que j'ai vu montrait que 69% des Ukrainiens veulent des négociations immédiates pour mettre fin à la guerre. Nous n'en parlons pas quand nous évoquons l'aide à l'Ukraine. Aider l'Ukraine signifie encore envoyer des armes, arracher des gens à leurs appartements et les envoyer dans les tranchées comme, eh bien, de la chair à canon. Mais même Trump, en 2019, c'est à ce moment-là que Zelensky aide sur plan fondé sur la paix. 73% des Ukrainiens ont voté pour cela, pour mettre en œuvre les accords de Minsk et rétablir les relations avec le Donbass et la Russie afin de faire la paix. Cela a été renversé, encore une fois, par des ONG financées et soutenues par les États-Unis. Appelons-les des extrémistes de droite. Si l'on remonte à 2014, je sais qu'il faut faire semblant que l'invasion russe était non provoquée. Sinon, on est accusé de la soutenir et je perdrai mon emploi.
Mais disons hypothétiquement qu'elle n'était pas non provoquée. Je veux dire, qu'est-ce qui a réellement changé depuis 2014? Trump fait-il quelque chose de fondamentalement différent? Je sais qu'il envoie moins d'armes, mais il est aussi vrai qu'à la fin de 2024, Biden lui-même a dû envoyer des munitions à fragmentation parce qu'ils étaient à court d'armes. Alors, s'agit-il simplement de reconnaître une pénurie temporaire? Tu as tout à fait raison. C'est exactement pour cela. Ce n'était pas parce que le président Trump voulait la paix avec la Russie, c'est pour cela qu'il envoie moins d'armes. Ils avaient simplement moins d'armes à envoyer à l'Ukraine. Et encore une fois, c'est à cause du problème de production militaro-industrielle dont je parle et dont d'autres parlent depuis des années, depuis que ce conflit a commencé en 2022. Mais tu parlais du fait que le président Zelensky s'était présenté sur une plateforme de paix et qu'aussitôt arrivé au pouvoir, il a changé de cap. Cela devrait te sembler familier. C'est exactement ce qu'Obama a fait. C'est exactement ce que Trump vient de faire. C'est ce que tous ces partis d'opposition en Europe font ou prévoient de faire. Et c'est ainsi qu'ils perpétuent la continuité de leur programme là-bas. Ils créent constamment de la division, de la distraction et de faux espoirs pour que les gens les poursuivent, afin que personne ne se retrouve sur la même longueur d'onde en réalisant que non, ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Il s'agit de ces intérêts particuliers qui nous dupent à chaque fois. Ils trompent les gens de gauche comme de droite, nous poussant à nous battre les uns contre les autres, au lieu de nous rassembler et de lutter pour nos propres intérêts. Il existe un terrain d'entente entre toutes ces personnes, mais on les en détourne délibérément. C'est ainsi qu'ils perpétuent la continuité de leur agenda, en agissant sans cesse de cette manière. Ils le font dans les pays ciblés qu'ils ont capturés, et ils le font dans tout l'Occident collectif, qu'ils dominent déjà sans réelle opposition. Il est très important de repérer ce schéma et de comprendre que c'est ce qui se passe. Un véritable changement, si vous voyez un véritable changement, comme l'émergence du multipolarisme, vous pouvez observer comment l'ensemble du monde occidental y réagit. Il n'existe aucune faction à Washington qui soit pro-Chine ou pro-Russie, même s'ils s'accusent mutuellement de l'être. Vous savez, comme je le disais, regardez les think tanks, lisez leurs documents de politique. C'est cela qui va réellement se produire. Ignorez les déclarations publiques venant de Washington et concentrez-vous sur leurs auditions. Tout cela est public. Ils les diffusent en direct sur YouTube et tous les enregistrements y sont disponibles. Lors de ces auditions, ils invitent des personnes issues des think tanks et celles-ci s'installent pour exposer ce qui va réellement se passer et pourquoi. Et vous entendrez des gens accuser le président Trump d'être pro-Chine. Et lorsque le président Biden était en fonction, on l'accusait lui aussi d'être pro-Chine. Tout cela vise à créer l'illusion que l'on n'en fait pas assez et qu'il faut aller encore plus loin. Ils parviennent à convaincre au moins la moitié de la population sous un président, puis l'autre moitié lorsqu'ils échangent les rôles, et le processus recommence. Il est donc très important de voir clair dans ce jeu et de comprendre encore une fois qu'il ne s'agit pas d'un agent du changement. La démocratie occidentale n'est pas un agent du changement ni de l'autodétermination. C'est un système de contrôle, un système qui assure la continuité d'un programme. Ma dernière question est la suivante. Comment évaluez-vous la réaction russe jusqu'à présent? Parce que, encore une fois, ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent ou font réellement ne sont pas forcément la même chose. Je sais que Trump est déçu de Poutine, car ils ont eu une bonne conversation, et maintenant Poutine ne dépose plus les armes. Mais d'après ce que j'entends, une certaine division se creuse à Moscou sur la manière de réagir. Car deux choses peuvent être vraies en même temps. D'une part, il y a la reconnaissance que les États-Unis réagissent véritablement
à la montée du multipolarisme comme une réalité, plusieurs centres de pouvoir, tout en reconnaissant qu'ils disposent de ressources limitées. Leur domination relative dans le monde a diminué. C'est pourquoi ils doivent se réorienter vers l'Asie et accorder davantage d'attention aux Amériques. Mais si l'on veut se tourner vers l'Asie, il faut se détourner de quelque part. Et ce quelque part, c'est l'Europe. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'ils veulent mettre fin aux guerres ou qu'il y ait trop de paix en Europe, mais plutôt qu'ils veulent externaliser la guerre aux Européens. C'est aussi pourquoi cela semble parfois déroutant pour le camp America First. Pourquoi Trump appelle-t-il à la paix en Europe tout en affirmant en même temps que tout le monde doit consacrer 5% de son PIB à l'armée? Ainsi, encore une fois, les Européens doivent prendre en charge le combat contre la Russie. Du point de vue russe, cela semble être une victoire en soi, car si les États-Unis réduisent leur présence en Europe, cela diminuerait la menace sur les frontières occidentales de la Russie. C'est donc une raison de jouer le jeu des mises en scène de Trump, celui d'un médiateur qui veut simplement instaurer la paix, même s'il ne peut faire aucune concession du côté américain. De l'autre côté, en entretenant toute cette mise en scène, selon laquelle il serait un médiateur, on contribue aussi à renforcer Trump. Parce que maintenant, bien sûr, puisqu'il n'est pas un participant, il peut faire des choses que Biden ne voulait même pas faire, c'est-à-dire lancer des Tomahawks, autrement dit des frappes en profondeur pour neutraliser les installations énergétiques russes. À un moment donné, ces contradictions devront être résolues. On voit certaines personnes pencher davantage vers l'idée de payer le prix pendant que l'Amérique et l'Europe traversent une sorte de divorce ou une nouvelle répartition des rôles, tandis que l'autre camp estime désormais que cela suffit. Je veux dire, encore une fois, comme vous l'avez dit plus tôt, que feraient les Américains si la Russie frappait en profondeur à l'intérieur des États-Unis? À un moment donné, il devra y avoir des représailles, car cela ouvre la porte, par exemple, aux Allemands, qui pourraient maintenant se dire « Eh bien, c'est la saison ouverte contre la Russie. Nous pouvons envoyer nos missiles Taurus. Pourquoi ne pas même viser le Kremlin? La Russie ne fera rien, elle n'a pas de ligne rouge. » Alors, avez-vous reçu des signaux sur la direction que la Russie pourrait prendre à ce sujet? Parce que ces contradictions, à mesure que les États-Unis intensifient la guerre contre la Russie, ne font que s'aggraver. Il y a des limites à ce qu'ils sont prêts à accepter. Je veux dire, malgré ce que l'on dit, Poutine n'est pas un dictateur. Si la Russie a déjà frappé suffisamment de cibles politiques et économiques, il ne pourra pas contenir les autres centres de pouvoir en Russie, les forces politiques qui veulent une réponse beaucoup plus ferme. Je le formulerai ainsi. L'Europe est à toute fin pratique une extension des États-Unis. C'est simplement une extension des États-Unis. Ainsi, alors que les États-Unis réorientent leurs ressources vers l'Asie, l'Europe reste là, et elle demeure une extension des États-Unis. Les généraux vont rester en Allemagne, ils ne partiront pas en Asie. La CIA va rester sur le terrain en Ukraine. C'est toujours essentiellement l'Europe. Une guerre par procuration menée par les États-Unis contre la Russie à travers l'Ukraine. Je pense que le véritable changement que nous voyons se dessiner, c'est qu'ils reconnaissent que l'Ukraine s'épuise. Il pourrait y avoir un effondrement de la capacité de combat de l'Ukraine, et ils veulent que l'Europe comble le vide. C'est pourquoi nous voyons toutes ces provocations apparaître soudainement. Des drones mystérieux, la Russie violant l'espace aérien, des drones russes Geran, ou disons leur équivalent de reconnaissance, survolant la Pologne. Toutes ces provocations, ces discussions sur la saisie éventuelle de navires transportant des cargaisons d'énergie russe, c'est une énorme escalade à l'échelle européenne. Ce qui se passe, c'est qu'à mesure que la capacité de combat de l'Ukraine s'effondre,
l'Europe est désignée pour combler ce vide. C'est ce que nous observons. Le conflit est mené jusqu'au dernier Ukrainien, et maintenant, il se prépare à faire en sorte que ce soit les Européens, en général, qui prennent la relève. Et que fait la Russie? Je pense que personne ne peut être certain de ce que pense le président Poutine. Il ne m'a pas confié ce qu'il pense réellement. Mais je crois que les Russes comprennent parfaitement ce qui se passe. Comme nous l'avons remarqué, ils n'ont fait aucune concession aux États-Unis au cours de toutes ces prétendues négociations. Ce qu'ils font, c'est créer une porte de sortie pour les États-Unis et leurs alliés européens, non pas pour ce qui se passe en ce moment, mais pour le moment où la Russie continuera à se battre et à remporter le conflit sur le terrain en Ukraine. Ils vont continuer à agir ainsi. Ils n'ont donné aucun signal, aucun signe d'arrêt. Leur capacité militaro-industrielle ne cesse de croître de manière exponentielle. Ils mènent presque autant de frappes de missiles et de drones, parfois bien plus qu'au début du conflit. Et à cette époque, ils puisaient dans d'immenses stocks de missiles et de munitions accumulés pendant des années. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils produisent réellement d'un mois à l'autre. C'est donc une transformation majeure. Ils continuent à opérer cette transformation. Et en tant que stratégie, lorsque vous êtes engagé dans une guerre, essentiellement avec une autre nation ou un groupe de nations, vous leur offrez une issue, une porte de sortie, plutôt que de les forcer à se battre jusqu'à la toute fin, jusqu'à la mort absolue. Et je pense que c'est ce que font les Russes. Vous savez, il est facile de regarder ce que dit et fait le président Poutine et de dire c'est de la faiblesse. Il va retomber dans un Minsk III, un nouveau Minsk. Mais je pense qu'il s'agit en réalité d'une approche pragmatique de la part de la Russie, une réflexion à long terme, une tentative d'éviter que la situation ne s'emballe complètement. Ils savent que la situation va s'intensifier, mais ils veulent en contrôler la manière et conserver l'avantage au fur et à mesure. Je pense qu'ils ont très bien géré cela jusqu'à présent et qu'ils continueront à le faire. Je pense que la Chine adopte une stratégie très similaire. Nous pouvons voir maintenant que la Chine sait qu'il existe des limites et que certaines lignes sont franchies, et elle comprend où tout cela mène. Je ne pense pas qu'il se fasse d'illusions sur la possibilité d'un quelconque accommodement au sein d'un ordre mondial unipolaire dirigé par les États-Unis. Ils comprennent comment tout cela se déroule. Ils essayent simplement d'avancer avec prudence et intelligence dans ce processus. Oui, en fait, c'est un bon point. Offrir une porte de sortie. Parce qu'il semble que, surtout au cours de la dernière semaine, avec l'intensification des attaques contre les infrastructures électriques ou énergétiques à travers l'Ukraine, et maintenant l'effondrement de Pokrovsk, cela va avoir un effet en cascade. Donc, si l'Ukraine s'effondre, il est important qu'au moins les Américains aient une issue à cette situation, car ils vont subir une forte pression pour empêcher cela dans leur principal proxy. Je veux dire, c'est une grande opportunité. Ils ont des centaines de milliers d'Ukrainiens sous les armes qu'ils peuvent utiliser pour affaiblir un adversaire clé. Et laisser tout cela s'effondrer va être très douloureux. Mais s'il existe une porte de sortie pour Trump afin de sauver la face et de rester en sécurité, il pourrait simplement dire « Eh bien, vous savez, nous avons toujours essayé de mettre fin à la guerre. C'était les Européens. Ce n'a jamais été ma guerre. Vous savez, on a déjà entendu tout cela, mais j'imagine que c'est important pour maintenir les relations avec les États-Unis et préserver le récit d'une Amérique cherchant à mettre fin à cette guerre, du moins jusqu'à l'effondrement de l'Ukraine. Et puis, bien sûr, les Européens pourront avoir leur propre récit sur lequel s'appuyer. Ils pourront dire « Eh bien, Poutine a toujours voulu exterminer l'Ukraine en tant que nation. Ils n'en ont obtenu qu'environ 25%. Ah, nous avons gagné. »
Vous voyez, tout le monde a en quelque sorte une porte de sortie, ce qui pourrait être une chose positive. Bien sûr, si l'alternative est simplement la guerre. Mais bon, bref, des réflexions finales avant de conclure. Anyways, any final thoughts before we wrap up? Eh bien, j'essaye toujours de faire comprendre aux gens l'importance de prendre du recul et de regarder la situation dans son ensemble. Je sais qu'il y a une tendance à se concentrer de manière excessive sur un conflit particulier. Et de leur point de vue, cela semble être le centre de l'univers. Mais nous devons élargir notre regard et voir le tableau d'ensemble, la manière dont les États-Unis agissent à l'échelle mondiale. On voit des gens absolument convaincus que, par exemple, Israël contrôle d'une certaine façon les États-Unis. Mais si l'on prend du recul par rapport au Moyen-Orient, on peut voir que les États-Unis ont des proxys comme Israël, tout comme l'Ukraine est en quelque sorte un proxy copier-coller qu'ils utilisent en Europe de l'Est contre la Russie. Ils ont la province insulaire de Taïwan. Ils ont maintenant les Philippines, encore une fois, une copie conforme dans la région Asie-Pacifique. Et si vous regardez la situation dans son ensemble, vous pouvez voir les choses beaucoup plus clairement. Comme toujours, lisez les documents de politique publique. Je supplie les gens, s'il vous plaît, lisez-les. Ignorez ce que disent les politiciens. Leur travail est de nous mentir. Lisez les documents de politique et observez comment tout, presque ligne par ligne, mot pour mot, est mis en œuvre à partir de textes rédigés il y a des années. Ils mettent le plan en application. C'est de là que vient la politique, et c'est ce qui nous indique ce qui nous attend dans un avenir proche et à moyen terme. Et comme toujours, merci infiniment de m'avoir invité. Oui, et si les gens veulent te trouver, ils peuvent aller sur The New Atlas, où tu as ton propre podcast. Et il y a ce proverbe chinois que j'aime toujours, pour revenir à ce que tu viens de mentionner, qui dit que si l'on fait un pas en arrière, le monde paraît plus vaste. J'aime bien celui-là, parce que nous avons souvent tendance à nous concentrer sur un seul conflit ou à avoir une vision un peu étroite. En tout cas, merci encore d'avoir pris le temps. Merci.